La Russie n'a jamais envisagé de s'inquiéter du déploiement de ses défenses aériennes sur son territoire. Pourquoi le ferait-elle? En février 2022, lors de l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine, l'Ukraine ne pouvait pas frapper la Russie. Même si l'Ukraine en avait eu les moyens, cela n'aurait pas eu d'importance, puisque l'opération militaire spéciale aurait été bouclée en quelques jours. Mais l'opération a échoué. Et maintenant, près de 4 ans après le début de la guerre, les frappes à longue portée de l'Ukraine sont presque aussi fréquentes et bien plus précises que celles lancées par la Russie. La Russie commence à en ressentir la douleur. Les défenses aériennes du pays se sont effondrées alors que Poutine a perdu le contrôle de son propre espace aérien. C'est l'avis de Ivan Diki, qui est l'ancien commandant d'une compagnie du bataillon Idar en Ukraine. Dans une interview à Radio Envy, Diki a affirmé que l'hiver 2025 serait inédit pour la Russie. Après avoir passé toute la guerre à conserver un avantage sur l'Ukraine en termes de puissance et d'ampleur de ses défenses aériennes, la Russie est sur le point de découvrir que l'Ukraine a réduit ses défenses au point qu'elles ne sont plus que l'ombre de ce qu'elles étaient autrefois. Ce sera le premier hiver symétrique du conflit, selon Diki. Et l'Ukraine le prouve déjà par l'ampleur, l'échelle et le succès des frappes à longue portée qu'elle a menées tout au long de 2025. Le 25 novembre, Euromaidan Press a rapporté les principaux commentaires de Diki lors de son interview, dont la déclaration principale. Mais ce sera le premier hiver symétrique. Nous verrons comment ils y feront face avec la même détermination que celle que nous montrons depuis 4 ans. Diki le sous-entend. Les défenses aériennes russes sont désormais si limitées qu'elles interceptent les missiles ukrainiens, aussi souvent que l'Ukraine intercepte ceux de la Russie. Et la preuve de cela, dit l'ancien commandant, réside dans l'explosion de Moscou elle-même. Diki affirme que la présence régulière de drones ukrainiens à Moscou n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas un hasard si cette affirmation survient alors que l'Ukraine vient de réussir une nouvelle frappe contre une raffinerie de pétrole à Moscou. 2 jours avant le rapport d'Euromaidan Press, Reuters rapportait que l'Ukraine avait envoyé ses drones au cœur d'une centrale électrique près de Moscou. La frappe ukrainienne visant la centrale électrique de Chatora est située à seulement 120 km à l'est du Kremlin. Elle a provoqué un incendie et a forcé le déploiement d'unités de chauffage mobile, car la centrale est passée à l'alimentation de secours. Dans un rare élan de transparence, le gouverneur de Moscou, Andrei Vorobiov, a confirmé la frappe ukrainienne, tout en reprenant l'excuse habituelle des débris de drones. Certaines des drones ont été détruites par les forces de défense aérienne. Plusieurs sont tombés sur le territoire de la centrale. Un incendie s'est déclaré sur le site. Maintenant, c'est localisé, a déclaré Vorobiov. C'est fou comme les débris de drones ukrainiens posent des dégâts. Ces débris étaient assez nombreux pour provoquer l'incendie de 3 transformateurs à la station Chatorov. Chaque transformateur mesure environ 65 mètres carrés, 670 pieds carrés, une taille de cible nécessitant qu'un drone entier effectue un impact direct, pas des débris. Cette attaque, dernière d'une série sur l'oblast de Moscou, a privé les habitants de chauffage et d'électricité. Début novembre, RBC. Ukraine a indiqué que le 31 octobre, une grande partie de l'oblast de Moscou a été plongée dans l'obscurité, probablement après des frappes ukrainiennes sur des installations électriques. Des vidéos et des photographies sont apparues sur la plateforme de médias sociaux Telegram, montrant des rues plongées dans l'obscurité totale. La Russie n'a fait aucun commentaire sur ce qui s'était passé. Les seules informations provenant des médias locaux affirmant que la panne de courant avait été causée par une situation d'urgence dans le réseau électrique. La Russie a voulu faire passer cela pour une urgence locale sans lien avec l'Ukraine. RBC Ukraine indique que des drones ont été vus près de Moscou peu avant la panne de courant. Il ne faut pas être Einstein pour résoudre cette équation. Des drones ukrainiens et des défenses des aériennes russes inefficaces provoquent une panne à Moscou. Quand Dike dit cela, ce n'est pas un hasard si Moscou a tant de problèmes. Ces 2 incidents, combinés à beaucoup d'autres à travers la Russie, prouvent que la symétrie de la défense aérienne que l'ancien commandant affirme être désormais présente n'est pas de l'hyperbole, c'est la réalité. Comme l'a rapporté The Independent, le 5 novembre, le succès des frappes à longue portée de l'Ukraine contre des cibles au cœur de la Russie devient une grande source d'embarras pour le Kremlin. Le média a publié son article après une frappe de drone ayant pénétré 1300 km à l'intérieur de la Russie. Il déclare: Ces frappes de drones locaux ont embarrassé Moscou
les responsables étant souvent réticents à parler des dégâts, et ont inquiété la population russe. L'Ukraine vise de plus en plus les usines de fabrication, les raffineries de pétrole et les centres logistiques militaires, dans le but de perturber la machine de guerre russe, près de 4 ans après le début de l'invasion à grande échelle. Il est important de mentionner les drones fabriqués localement. Dans l'introduction de cette vidéo, nous avons dit que la Russie ne pensait pas que l'Ukraine pourrait la frapper chez elle. C'était raisonnable en février 2022, quand l'Ukraine n'avait presque pas de missiles et ses drones débutaient. Avançons de près de 4 ans. Et l'Ukraine en est maintenant au point où elle construit environ 4 millions de drones par an, dont environ 30 000 drones longue portée. Ajoutez à cela les missiles Neptune. L'Ukraine possède un arsenal croissant d'armes à longue portée pour frapper Moscou et d'autres zones russes avec précision. Ce n'est pas uniquement la précision qui a causé cette symétrie. L'importante production de drones de l'Ukraine lui permet d'adopter les tactiques russes pour submerger les défenses aériennes russes restantes. Dickie estime que cela est crucial pour équilibrer la défense aérienne dans la guerre. C'est ce qu'ils font. Nous avons épuisé leur défense aérienne au point qu'ils ne peuvent plus réagir, a déclaré l'ancien commandant à MV Radio, selon Euromaidan Press. Dickie a raison sur la stratégie russe de submerger les défenses aériennes ukrainiennes. Cette stratégie marchait si bien début 2025 que l'Atlantic Council a publié en juillet un article affirmant que la Russie gagnait la guerre des drones, après avoir submergé les défenses de l'Ukraine. Les ressources supérieures de la Russie avaient finalement rattrapé l'innovation constante du centre technologique ukrainien, affirmait le média. Les résultats commençaient à apparaître. La Russie fabrique désormais plus de drones et a conçu de nouveaux modèles avec diverses améliorations technologiques. Cela permet de lancer des bombardements massifs sur les villes ukrainiennes, submergeant les défenses et les aériennes limitées et terrorisant la population civile. Le Conseil de l'Atlantique a indiqué que l'Ukraine a eu du mal à gérer la quantité durant la seconde moitié de 2025. Le 14 novembre, le Defense Security Monitor a indiqué que la Russie avait lancé environ 5300 drones contre l'Ukraine, soit 171 par jour en moyenne. Les défenses aériennes ukrainiennes ont moins bien géré cette quantité qu'avant. Ils ont tout de même abattu plus de 4200 drones russes, souligne le moniteur. Mais cela ne représente qu'un taux d'interception de 80%, soit le plus bas que l'Ukraine ait atteint en un mois durant l'année 2025. L'usage croissant de drones par la Russie porte ses fruits. Dickie affirme que l'Ukraine réagit pareillement et a montré que les défenses aériennes russes restent aussi vulnérables face aux drones. Les signes montrent effectivement qu'il a raison. Le 27 octobre, UAIACI a indiqué que la Russie avait établi un nouveau périmètre de défense aérienne autour de Moscou ces 2 derniers mois. Ce périmètre comprend la création de 21 sites situés jusqu'à 50 km, soit environ 31 miles de la ville de Moscou elle-même. La plus forte concentration de ces défenses se trouve au sud de la ville de Moscou, avec 80% des nouvelles défenses installées dans cette région. Les Pantsir S-300 et Squadson de la Russie constituent vraiment la majorité de ces défenses, avec des dispositifs radars et de guerre électronique venant compléter la puissance de feu de ces systèmes. Un autre cercle de défense aérienne autour de la résidence de Valdaï de Poutine comprend 13 Pantsir, un Squad-100 et un radar. Ce sont des défenses impressionnantes, mais la plupart protègent Moscou et non l'ensemble de l'oblast. Et c'est ici que nous commençons à voir les problèmes de défense aérienne de la Russie apparaître au grand jour. Les 2 frappes évoquées plus tôt dans la vidéo ont eu lieu dans l'oblast de Moscou, bien qu'elles soient hors de portée de cette nouvelle série de défenses. Vladimir Poutine, tant concentré sur sa sécurité et celle de Moscou, paraît l'avoir oublié. L'oblast de Moscou couvre plus de 44 000 km², soit près de 17 000 ml. Moscou ne compte que 2511 km², ou 5 891 km² avec l'agglomération. Les nouvelles défenses aériennes russes couvrent moins d'un 1/8 de l'oblast de Moscou. Cela rend Moscou, hors la ville du même nom, très vulnérable. Nous venons de suggérer que Poutine ne se préoccupe que de sa propre protection et de celle de la capitale russe. Peut-être que si Moscou concentre ses défenses sur ces 2 points, laissant le reste de l'oblast vulnérable, c'est pour une raison plus pragmatique. La Russie n'a peut-être tout simplement pas assez de défense aérienne pour couvrir toute la région. Et il n'y a pas que les systèmes de défense aérienne qui commencent à manquer en Russie. Les missiles solaires, nécessaires à ces systèmes, sont aussi presque épuisés. Dickie dit que certains missiles solaires viennent de Corée du Nord et de Russie. Leur fiabilité est incertaine. Les missiles solaires nord-coréens ne sont pas fiables pour la Russie, affirme le commandant, alors que l'automne n'est pas fini.
Ce n'est pas une grande surprise, car les missiles solaires sont des armes bien plus complexes que les obus d'artillerie que la Corée du Nord a fournis à la Russie par millions. Ces obus ne sont guère meilleurs. Beaucoup sont trop détériorés pour être utilisés par la Russie, comme vous le verrez dans notre vidéo. Nous ne pouvons compter sur la Corée du Nord pour ces missiles. La Russie risque d'en manquer totalement. Selon le docteur Jack Watlin de l'Institut Royal des Services Unis, la Russie manquera probablement bientôt de missiles de défense aérienne. Jusqu'en février 2026, elle reconstituera ses stocks comme précédemment, mais d'ici là, l'Ukraine a une fenêtre d'opportunité. Elle pourra exploiter les faiblesses russes pour frapper plus de cibles et accentuer la pression sur l'industrie, selon Watling. L'Ukraine le fait déjà maintenant. À quel point la situation va-t-elle empirer pour Poutine et Moscou lorsque les missiles seront épuisés ? Alors que la crise des missiles se profile, la Russie perd également des systèmes de défense aérienne en Ukraine et dans les territoires occupés à un rythme alarmant. L'état-major général des forces armées ukrainiennes affirme que ces forces ont détruit 1200 systèmes de défense anti-aérienne jusqu'au 25 novembre, dont 2 systèmes éliminés seulement la veille. C'est un énorme taux d'attrition. Cela signifie que la Russie doit continuellement redéployer des défenses aériennes qui étaient autrefois stationnées sur son territoire vers l'Ukraine. Plus ces défenses sont envoyées dans des zones dangereuses, moins la Russie en dispose pour gérer la situation. Les drones longue portée ukrainiens en Russie, selon le Kiev indépendant, exposent directement les problèmes russes. Un média ukrainien a annoncé le 9 novembre que les défenses aériennes russes sont grandes ouvertes. Il affirme que les nombreuses frappes de l'Ukraine contre les raffineries ont tellement vidé la Russie du carburant produit par ces raffineries. Vladimir Poutine a signé une loi autorisant les réservistes russes à protéger les infrastructures critiques des drones ukrainiens. On ignore comment ces réservistes pourraient réussir, alors que les systèmes de défense aérienne échouent à détruire les drones ukrainiens. Le Kiev Independent pense que les troupes utiliseront des mitrailleuses sur camions pour tenter d'abattre les drones ukrainiens. Réfléchissez-y un instant. Avant le début de la guerre, la Russie semblait disposer de l'un des systèmes de défense aérienne les plus impressionnants au monde. Aujourd'hui, elle manque tellement de défense aérienne et de missiles qu'elle doit faire viser le ciel à ses soldats avec des fusils, dans l'espoir qu'ils puissent attirer quelques coups chanceux pour abattre les drones ukrainiens. Cette situation ne peut signifier que de mauvaises nouvelles pour l'avenir des raffineries de pétrole russes, des infrastructures énergétiques et des nombreuses autres cibles militaires que l'Ukraine a déjà commencé à éliminer. Si Dickey a raison, la symétrie de la défense aérienne est déjà atteinte. La Russie, après près de 4 ans d'avantage, est revenue au niveau de l'Ukraine. Si cela se poursuit, la Russie perd toujours des systèmes de défense aérienne face aux drones ukrainiens. Nous pourrions même atteindre un point où la Russie serait moins capable de protéger son territoire contre les véhicules aériens sans pilote à longue portée que l'Ukraine. Selon le National Security Journal du 11 novembre, des fuites sont survenues, et l'Ukraine en a tiré parti toute l'année. Les chiffres seuls sont terribles à lire pour Poutine. Le journal indique que l'Ukraine a mené près de 160 frappes réussies sur les raffineries de pétrole russes et autres sites stratégiques. Ce qui fait une moyenne de 16 frappes par mois, en supposant que les chiffres couvrent la période de janvier à octobre. Parmi de nombreux autres problèmes, les frappes contre les raffineries à elles seules ont entraîné une réduction de 37% de la capacité de raffinage de la Russie, ce qui a provoqué des pénuries de carburant sur le marché intérieur et des interdictions d'exportation. La situation dure depuis longtemps, selon le journal. Selon les analystes, des années de pertes, redéploiements et corruption ont affaibli les défenses aériennes russes, créant des failles derrière la ligne de front. Ces failles permettant les frappes ukrainiennes à longue portée, lorsque les drones ukrainiens franchissent les défenses aériennes russes, protégeant les soldats en Ukraine. Ils ont souvent des trajectoires relativement dégagées jusqu'à ce qu'ils atteignent leurs cibles en territoire russe. Même quand les drones atteignent ces cibles, les défenses aériennes russes, si elles existent, interceptent mal les projectiles. United 24, média a publié le 22 novembre un rapport sur les frappes ukrainiennes menées avec les drones FP-1 et les roquettes FP-5. Le premier, un drone longue portée conçu par Firepoint, est devenu l'appareil vedette de l'Ukraine, en 2025 utilisé le plus fréquemment pour ses frappes longue portée confirmées contre la Russie. Avec le FP, le FP, on a amené 8 frappes sur des infrastructures énergétiques russes, et 15 sur des systèmes de défense aérienne radar et équipements militaires, 6 frappes sur des installations industrielles et des usines, 7 frappes sur des aérodromes, et un nombre impressionnant de 28 frappes réussies sur les infrastructures pétrolières et gazières de la Russie. La Russie fait face non seulement à un problème de défense aérienne, mais surtout à un souci avec les drones, car autant de frappes
qui a réussi serait impossible si elle avait des solutions. Pour le drone FP-1 et le système de roquettes FP-5, l'Ukraine a également commencé à utiliser le FP-2. Cela donne au pays une option à moyenne portée qui lui permet de frapper des cibles russes à l'intérieur de l'Ukraine occupée, mais derrière les lignes de front, comme vous l'apprendrez si vous regardez notre vidéo consacrée à la nouvelle arme. Nous soulignons que l'innovation ukrainienne aggrave la faiblesse des défenses aériennes russes. Les fabricants d'armes ukrainiens peinent à concevoir des systèmes de défense adaptés aux attaques aériennes massives russes. Ils s'assurent que l'Ukraine puisse répondre à la Russie. Avec des frappes tout aussi puissantes qui causent beaucoup de dégâts, le journal de la sécurité nationale revient sur ce que nous venons de mentionner à propos des réservistes russes appelés au front, en soulignant que le problème de Moscou est qu'elle dispose de très peu de technologies avancées ou de systèmes de défense aérienne sophistiqués qui pourraient avoir un impact significatif. La réponse russe la plus fréquente et souvent improvisée est la création d'unités mobiles de défense aérienne. Ce terme masque que ces unités mobiles sont en fait des soldats équipés de mitrailleuses et canons anti-aériens. Dans un tournant humiliant, une photo du 26 octobre montrant une équipe mobile près du Kremlin a été publiée par la Russie, alors que Moscou subissait une attaque de drones ukrainiens. Les mitrailleuses étaient inutiles alors. Hormis quelques tirs chanceux, peu de choses empêcheront l'Ukraine d'utiliser les tactiques russes contre elle. Il y a une réserve à tout ce dont nous avons parlé. Et Euromaidan Press dit que Dicky l'a abordé dans son interview. La parité, la symétrie, ou peu importe comment vous voulez l'appeler dans le domaine de la défense aérienne, a été atteinte par l'Ukraine, en détruisant les défenses aériennes russes plutôt qu'en renforçant les siennes. Cela se voit à la baisse du taux d'interception évoqué plus tôt. Le caractère symétrique de la défense aérienne n'implique pas que l'Ukraine soit sortie d'affaire, bien au contraire. Dicky dit qu'un hiver très difficile s'annonce, alors que la Russie concentre ses forces sur l'infrastructure énergétique de l'Ukraine. Ces frappes ont privé des millions d'Ukrainiens d'électricité et gravement endommagé les capacités énergétiques du pays. Comme le rapporte Radio Free Europe, Radio Liberty, le ministère ukrainien de l'énergie a déclaré en octobre que la capacité de production du pays était d'environ 176 gigawatts. Ce n'est même pas la moitié des 38 gigawatts qu'elle avait avant l'invasion de Poutine. Cela pourrait aussi être insuffisant pour permettre aux Ukrainiens de passer un hiver froid, avec une consommation prévue de 18 gigawatts. L'Ukraine doit passer un hiver difficile pour que ses succès en défense aérienne portent leurs fruits. Mais s'il y a bien une chose que l'Ukraine nous a montrée pendant une guerre qui a duré bien plus longtemps que ce que tout le monde pensait, c'est que le peuple de ce pays possède une volonté immense. Eux, ainsi que l'armée ukrainienne, feront tout ce qu'ils peuvent pour s'en sortir. Et pendant tout ce temps, les drones longue portée de l'Ukraine continueront d'éliminer en masse des cibles russes clés. Bonne nouvelle pour l'Ukraine. Elle a déployé un nouveau système de défense aérienne britannique. Le Terrahawk Paladin est déployé en Ukraine et a été conçu spécifiquement pour contrer les drones longue portée russes. Découvrez-en plus sur cette arme dans notre vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour suivre toute l'actualité de la guerre en Ukraine. Et merci comme toujours de nous regarder.